Je vous remercie, maître. Donc, nous allons donner la parole à Madame Risman. Il a été prévu 2 minutes pour Madame Risman, mais je pense que comme c'est la première femme qui va s'exprimer, nous allons augmenter ne serait-ce que 2 minutes. Donc, Madame, vous avez la parole. Merci à chacun de vous d'avoir accepté cet appel solennel, accorder quelques heures de votre temps pour ce moment précieux, pour nos enfants, pour nos parents et pour nous tous. Pourquoi je dis pour nous tous? Parce que ça nous concerne tous. Donc moi, je n'avais pas préparé un discours approprié. Moi, je pensais qu'on venait se faire la connaissance et puis discuter, se croiser et puis discuter juste pour l'avenir de notre pays et puis dire ce qu'on doit faire pour les élections. Là, parce que les grands discours, je ne suis pas trop douée en ça. Voilà, il y a des gens qui font des choses, mais en dessous. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la une. Donc, il y a longtemps que nous, on se bat. Et toujours en dessous. Là, M. Bernard a dit d'arrêter avec M. Eugène, il faut qu'on se présente à vous. Donc, vraiment, là, je suis gênée, je ne sais même pas quoi vous dire, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion. Voilà, donc je me débrouille un peu là pour me présenter à vous. Mais voilà, M. Bernard et le frère à côté, il a tout dit. Si nous sommes intéressés, comme je dis nous, parce que nous, on a créé un mouvement, un mouvement pour soutenir les dirigeants africains en général, pas seulement la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle le MIPA. C'est un mouvement d'intérêt politique, d'action pour l'Afrique. Et parce que il faut que l'Afrique s'unisse et elle se batte ensemble. Parce que là, de nos jours, maintenant, il n'y a pas un pays... soit, disons, on se bat, c'est les Ivoiriens, ça c'est les Congolais, ça c'est ça. Non, on est tous africains, on doit s'unir et se battre ensemble. Donc ce mouvement, ça concerne toute l'Afrique et nous, on porte notre soutien un peu aux dirigeants africains. Pourquoi moi je me suis mêlée dans cette histoire de mon pays? Parce que c'est mon pays et parce que j'aime mon pays et quoi d'autre? Je ne suis pas politicienne, donc vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer là. Je ne suis pas du tout politicienne, je suis une personne, c'est une société civile. Nous, moi, mon mouvement, on s'occupe des enfants depuis longtemps, presque dans le monde entier. Et quand il y a eu la guerre chez nous, j'ai même recueilli plus de 100 enfants chez moi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans mon village. Et ces enfants, et voilà, c'est ce qui m'a poussé à suivre la politique de mon pays de près. Parce que quand je voyais ces enfants dans la rue, ou les femmes qui accouchaient sur la route, je ne sais pas quoi vous dire que vous savez tous, puisque vous êtes Ivoiriens, et je me suis dit que il faut absolument la paix en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse vivre tranquillement, pour que ces enfants puissent vivre tranquillement, aller à l'école, ou s'il faut aller dans leur plantation, puis le passer. Et pour cela, c'est ce qui m'a poussé à suivre la politique de paix. Et j'ai vu que la personne qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, pour faire la paix que je souhaite tant, revienne, c'est M. Laurent Gbagbo. C'est comme ça. Donc moi, je suis là en tant que société civile. Depuis 7 ans, je ne sais pas, je le suis de près, je vais un peu partout pour faire sa campagne. Et comme le frère a dit à propos de M. Bernard, c'est pareil pour moi aussi. Parce que jusqu'à présent, M. Gbagbo, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Et je n'ai jamais eu un sou de lui. J'ai toujours fait le tour j'ai fait la Belgique, j'ai fait la France, j'ai fait le Benelux, j'ai fait le Luxembourg, la Hollande. Et à chaque fois, quand on nous dit qu'il y a la campagne, j'organise des meetings et juste pour le soutenir, pour qu'il ait la paix chez nous. Donc moi, je vais être vraiment très bref, parce que je vais laisser la parole à mes amis. Ok. Merci beaucoup, madame. Je ne suis pas habituée au grand discours, ça va venir avec le temps. Non, mais c'est bien, vous.
Oui. Donc voilà, nous allons continuer après l'intervention de Madame la ministre. Nous allons donner la parole à M. Guy pour juste pour une petite parenthèse et je vais la reprendre. Voilà, merci. Le jour où Félicité va se décider à parler en public, alors là, je crois que nous serons tous battus. Merci beaucoup, l'intervention était très brillante. Parce qu'il faut que y a des gens Oui. qui se battent en bas. C'est pas tout. Là, tu vas te battre le jour. Merci, merci. Monsieur le Premier conseiller, merci de votre disponibilité. En tout cas, depuis que je vous connais, depuis peu, en tout temps et en tout lieu, vous nous avez toujours soutenu au nom de la grande dame qui est derrière vous, Madame l'ambassadeur. Et je sais que vos occupations dans cette 2 journées-là, aujourd'hui et demain, sont assez serrées. Et merci d'être venu, on peut vous libérer. Merci beaucoup. Et remettez nos sincères salutations et les plus fraternelles à Madame l'ambassadeur. Merci. Bon, voilà. Monsieur Aimé Dakouri. Alors, ouais, je vous remercie. Eh bien, moi, je ne suis pas souvent arrivé aux manifestations parce que j'habite chez les Flamands. Donc, mais je ne passe pas comme la sœur. Hein. J'ai tenu à être là aujourd'hui parce que ça me fait bientôt 10 ans que je suis en Belgique. Et j'ai toujours habité du côté des Flamands. Mais on me dit souvent, les Ivoiriens, ils ne sont pas unis. Les Ivoiriens, ils ne sont pas unis. Les Ivoiriens, ceci, tout est négatif chaque fois. Donc, j'ai dit, bon, comme cette fois-ci, là, il y a une petite réunion des Ivoiriens, là, je vais aller voir ceux qui ne sont pas unis. Là. Vraiment, je vous remercie. Je pense qu'ici, je n'ai pas vu quelqu'un qui dit je suis RTL, d'autres dit il est PDCI, quelqu'un dit il est autre chose. Ils sont tous des Ivoiriens et des amis d'Ivoiriens. Je vous remercie pour cela. Mais j'interviens surtout du côté de la diaspora que nous sommes. En tout cas, chaque fois que je pars en Côte d'Ivoire, en Afrique, parce que je ne vais pas seulement en Côte d'Ivoire, tous les gens nous regardent comme les exemples, les gens qui ont réussi. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, on peut faire nos protatas là-bas, parce que pour eux, on a réussi. Mais en même temps aussi, nous devons ramener ce que nous apprenons ici. Je vous le dis de vous à moi, je suis arrivé ici dans les années 2001. La première chose qui m'a frappé, je viens de ma Côte d'Ivoire avec le mouchi tout autour à la fac et les amis. Là-bas, je viens ici, on dit en Belgique, quand on te donne une facture, je ne sais pas comment on appelle, une contravention, tu payes d'abord, après tu vas parler. Même si tu n'es pas d'accord, tu payes. Je n'étais pas d'accord. La première année, ça m'a fait mal. J'étais à Bruxelles. J'étais toujours en train de m'énerver. Ma petite femme qui est là-bas me dit, tu vas voir. Quand tu vas durer là, tu vas comprendre. Donc, je suis resté ici. Ça fait 10 ans. J'ai compris comment ça fonctionne. J'ai fini par comprendre que il faut penser à celui qui est à côté de toi. Il faut penser aux autres. Et puis la vie continue. Si quelqu'un te donne une facture ou une contravention, c'est parce que peut-être tu mérites. Donc, il faut chercher à comprendre pourquoi. Éviter. Avant, on me flashait toujours sur ma route quand je roule. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté GPS qui voit les radars. Maintenant, je rigole, je n'ai plus de facture. Et je suis tranquille. Donc, nos frères qui sont ici, nous avons tous des expériences négatives sur l'Afrique. Ah, j'ai envoyé ma voiture pour qu'on fasse taxi, ils ont bouffé. J'ai envoyé ceci pour qu'on fasse ça, on a bouffé. J'ai fait comme ça, je voulais rentrer pour faire une petite affaire ici. On m'a dit non, il faut payer d'abord. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vous dis, je suis parti au Sénégal. Ce n'est pas différent de la Côte d'Ivoire. Je suis parti au Bénin. Ce n'est pas différent de la Côte d'Ivoire. Je suis parti au Togo. La nuit, j'étais en train de rentrer, on est sorti, on rentre là, les militaires m'ont arrêté. On dit, Joe, il faut donner 4 000. Oh, en Côte d'Ivoire, on m'a dit ça aussi. Donc, c'est la même chose.
Donc les gars, je vous dis, nous la diaspora, je vois de plus en plus aujourd'hui dans la presse, la diaspora arrive en Afrique. La diaspora arrive, on arrive comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis à mes amis. Quand je suis parti en Chine, les Chinois, chaque année, je vous dis, chaque année, les Chinois se réunissent entre eux. Ils envoient leurs enfants tous au retour à la source. Chez nous, ici, on fait comment? Jamais. On ne fait pas. Les enfants, ils sont nés ici, ils deviennent les petits blancs. Vous imaginez des noirs qui sont plus blancs que les blancs. Donc, ils ne parlent pas bété, ils ne parlent pas du là, ils ne parlent rien, mais ils ne connaissent rien de son pays. Mais il s'en fout de son pays. Donc c'est normal. Alors je veux que nous sachions que un morceau de bois qui reste dans l'eau, là, il ne va jamais devenir caïman. On le sait. Ma femme qui est là, elle a vécu ici depuis qu'elle avait son jeune âge, elle a plus de 30 ans. Ah, ma chérie, mais c'est ma femme dont je peux dire. Donc, mais je vis en Flandre, j'ai compris qu'on a beau faire tout ce qu'on veut là, on n'est pas chez nous. Donc, tout ce qu'on peut favoriser, c'est la coopération nord-sud. Alors, je vous souhaite, à vous, à nous tous, que nous nous rencontrions et que nous échangeons les expériences, parce que nous avons tous des expériences multiples, diverses, qui peuvent nous aider. Quand quelqu'un veut investir dans un domaine précis, il demande à l'autre, est-ce qu'on fait comment là-bas? Ah, si c'est tu mets dans Bakar là, si tu n'es pas là-bas, ils ne vont pas te donner ton argent. Ok, donc il faut te mettre ailleurs. En tout cas, c'est ce que je veux tout simplement vous dire, c'est pour ça que je voulais intervenir, et que nous ne devons pas lâcher notre petit pays, parce que quoi qu'il en soit, c'est notre pays, c'est chez nous, on doit se battre pour, que ce soit Babo, que ce soit Ado, que ce soit Bédier, que ce soit qui il faut. En tout cas, vous devez savoir que celui pour qui vous devez voter, celui-là, c'est celui qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a fêté 50 ans, toute l'Afrique. Les Fouébouani, ils ont donné les indépendances. Nous, là, qui sommes venus en Europe, on a étudié, on a travaillé. On va donner quoi aux autres? C'est ça. Je vous remercie. Bon, merci. Donc, nous allons passer. Voilà, je voulais dire tout simplement qu'il était prévu, dans la première partie, l'intervention des délégués ou bien des représentants des partis politiques. Bon, j'ai eu à citer tous les partis. C'était le FPI, le PDCI, RDA, RD et RDR. Voilà. Donc, il s'est avéré que le représentant de ces deux partis, PDCI et RDR, n'était pas là. Donc, c'est pourquoi j'ai continué quand même l'organigramme. Mais vu l'importance quand même de ces partis, et je pense qu'il est important de revoir un peu la hiérarchie des choses et donner la parole à M. Loko Gilbert du PDCI RDA, si vous voulez bien. Les collègues du FPI, représentant du Fonds populaire, Gueux Bernard, qui a bien voulu m'associer à cette rencontre. Je pense que c'est un acte salutaire dans la mesure où il nous permet de nous rassembler pour pouvoir échanger sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai pour habitude de dire que avant d'être politique, nous sommes avant tout ivoiriens. Donc tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire nous concerne en premier lieu. Et c'est dans ce sens-là que ma présence peut s'expliquer cet après-midi. Ceci dit, j'ai lu dans le thème qui m'a été donné que il s'agit de l'enjeu et des perspectives d'avenir pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais simplement rappeler que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire jusqu'aux années 80, nous avons connu ce qu'on appelait le premier miracle ivoirien.
Et puis, à partir des années 90, jusqu'au coup d'État, nous avons eu quand même un moment de difficulté, mais il faut rappeler qu'en ce moment-là, le taux de croissance du PIB était quand même à 6%. Et donc l'objectif c'était d'aller jusqu'à un taux à 2 chiffres. Et puis le coup d'État est arrivé. Le coup d'État d'ailleurs qui a été applaudi à l'époque par l'opposition, bien entendu. Mais ce coup d'État malheureusement a plongé la Côte d'Ivoire dans un cycle infernal d'insécurité chronique, d'instabilité politique, de misère morale, etc., etc. Donc pour nous aujourd'hui, l'enjeu, ce sont les élections. Des élections transparentes, des élections justes, des élections qui doivent se tenir parce que c'est un élément fondamental de la démocratie qui a été le fer de lance, le combat de l'opposition à l'époque. Aujourd'hui, la démocratie nous impose qu'il y ait des élections. Et ces élections, nous souhaitons qu'elles se tiennent dans un climat pacifique. Et je le répète, dans la transparence. Donc c'est vraiment l'enjeu du moment. Sans cela, aucune perspective ne peut être envisagée. C'est clair. S'il n'y a pas d'élection, le pays, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et qui va de pire en pire, eh bien, aucune perspective de nature à sortir la Côte d'Ivoire de cette situation n'est envisageable. Ça, c'est la réalité. Donc, avant tout, pour nous, l'enjeu, c'est que nous ayons de très bonnes élections, des élections qui soient acceptées de tous, quel que soit le vertu des urnes. Il faudrait que les Ivoiriens s'accordent à la victoire qui sera prononcée. Et que nous puissions, alors ensemble, envisager l'avenir. On parle le frère est intervenu tout à l'heure en parlant de la diaspora, ce que nous pouvons apporter, mais tout ça c'est bien. C'est bien beau. Mais s'il n'y a pas d'élection qui puisse renouer la Côte d'Ivoire avec la croissance, avec la paix, mais que pouvons-nous faire? Tout le reste n'est que des vains mots, des beaux discours. Donc, je le répète, frères et sœurs, notre combat aujourd'hui, c'est d'arriver à des élections très rapidement et que surtout la date du 31 octobre qui a été annoncée soit tenue et respectée. En tout cas, pour une fois, il faudrait qu'elle soit tenue et respectée. Voilà ce que pour l'instant je voudrais dire. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord dire bonjour à tous et dire grand merci évidemment à notre collègue ici présent, M. Guetna Bernard, qui a eu, je dirais, la gentillesse évidemment de nous convier à cette rencontre. Il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà évoquées par les uns et les autres, notamment le goût. Je ne vais pas revenir tellement là-dessus. Bien que la répétition, évidemment, étant un élément pédagogique, permettez évidemment que je revienne peut-être de temps en temps sur certaines choses, ne fût-ce que dans un esprit évidemment d'insistance pour marquer l'importance évidemment de certains éléments. Donc, je remercie évidemment Guy Bernard, je remercie évidemment tous ses collaborateurs, tous ceux qui ont contribué à l'organisation évidemment de la rencontre d'aujourd'hui, que j'espère et que je souhaite en tout cas vivement très pacifiée, très fructueuse en tout cas, parce que je pense que c'est lors de rencontres de ce genre que nous pouvons échanger entre Ivoiriens, se donner des idées pour que évidemment la paix puisse revenir évidemment dans notre beau pays, dans notre cher et beau pays. Loukou a évoqué évidemment quelques éléments dont il a parlé notamment des élections. Je pense que dans la situation actuelle évidemment de la Côte d'Ivoire, comme tout le monde le sait,
l'un des éléments, en tout cas primordial, pour ne pas dire le plus important, c'est l'organisation d'élections claires, libres et transparentes. Il n'y a que cela qui nous permettra de sortir dans la situation dans laquelle nous sommes. Croyez-moi, que ce soit ceux qui sont au pays, que nous-mêmes qui sommes de la diaspora à l'extérieur, donc nous souffrons tous de la situation délétère et précaire dans laquelle se trouve le pays. Figurez-vous, à commencer par nous qui sommes ici, tant que ceux qui sont au pays, nos frères et sœurs qui sont au pays, n'ont pas la paix, il est tout à fait clair que nous aussi auront des jours et des nuits particulièrement bousculés. Parce que ceux qui sont là-bas comptent évidemment sur nous, certainement qui sommes dans une certaine paix, mais évidemment, comme dirait l'autre, le nerf de la guerre, on ne va pas ramasser l'argent tous les jours dans les coins de rue. Hein. Et pourtant, ils ont besoin évidemment que nous leur apportions quelques petites aides pour subvenir à leurs besoins quotidiens qui, comme vous le savez, est particulièrement difficile aujourd'hui au pays. Donc, je pense qu'au-delà évidemment de toutes les divergences qu'on peut avoir, qu'elles soient politiques, religieuses ou ethniques, il est important que chacun d'entre nous pense évidemment à la situation de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce moment, cela va nous mettre dans un état d'esprit positif. Et je pense que, particulièrement ici en Belgique, on essaye, je ne dis pas que nous arrivons toujours, on essaye autant qu'on peut, en tant que responsable politique, on essaye autant qu'on peut de donner un exemple à nos compatriotes, si je puis m'exprimer ici. C'est pour cela, vous voyez très souvent, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, que ce soit notre ami ici, Guy Bernard, que ce soit ce qu'on appelle le frère Loukou Gilbert, on essaye autant que faire se peut d'avoir un minimum de dialogue et d'échange entre nous. Certains le décrient parce que, voilà, quand on voit le RDR et le FPI, évidemment, se dire bonjour, c'est comme si, évidemment, le RDR de son côté, entre guillemets, avait trahi ou bien le FPI avait trahi. Cela n'a rien à voir. En politique, sachez que, quelles que soient les divergences qu'on peut avoir, il est primordial qu'on dialogue, qu'on discute, qu'on échange. C'est comme ça qu'on peut construire. C'est la raison pour laquelle j'ai plusieurs points de divergence avec Guy Bernard. Il a eu la gentillesse, évidemment, de m'inviter. Aujourd'hui, je viens. Je l'écoute. Ce qu'il va dire. S'il y a des choses intéressantes là-dedans, je prends. S'il y a des choses que j'estime qui ne sont pas intéressantes, je les mets de côté. Rien ne m'en empêche. Personne ne m'y oblige. Donc, si notre collaboration peut aider certains d'entre nous à essayer d'aller au-delà, si tu veux, de nos divergences ethniques, de nos divergences politiques, de nos divergences religieuses, c'est la seule façon, évidemment, de pouvoir construire notre pays. Je vous y invite tous, que quelqu'un, moi qui suis là, que quelqu'un aime ma tête ou pas, en tant qu'Ivoirien, en tant que frère, nous devons pouvoir se voir et se dire bonjour, échanger, hein, avancer des idées par rapport à telle ou telle chose, situation du pays. Et puis voilà. Peut-être, aujourd'hui, on peut échanger sur un point. Je peux ne pas partager votre point de vue, mais quand je prends du recul clair, ouverte et transparente, que la Côte d'Ivoire pourra avoir les moyens et les voies pour pouvoir sortir de cette crise, évidemment, qui est chose que nous subissons tous, que ce soit à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur comme nous autres, nous subissons tous cette crise-là. Et croyez-moi, les gens ont quand même aujourd'hui les yeux sur nous. Je vais terminer en donnant une petite anecdote personnelle, mais ce sont des choses vécues. Et je suis convaincu que bien d'entre vous aussi ont eu certainement l'occasion, évidemment, de vivre pareilles occasions. Quand j'étais au pays,
Au lycée, comme certains, évidemment, plus ou moins de mon époque, peuvent s'en apercevoir, on faisait ce qu'on appelle évidemment des colonies de vacances. On le faisait très souvent, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Je me rappelle évidemment, on faisait une colonie de vacances au Ghana. Le Ghana aujourd'hui qui est si prospère et si apprécié évidemment de tout le monde. Dans le temps, croyez-moi, le Ghana n'était rien devant la Côte d'Ivoire. Hein. Mais quand nous y allons, à la frontière, la douane, rien qu'à vous voir, on se dit, ben, Ivory Coast Man. On vous dit, ben voilà, vous vous mettez de côté. C'est-à-dire, vous d'ailleurs, même on ne vous demande pas, il y avait du respect et de la considération pour ce qu'on appelle l'Ivoirien. Et tout le monde entier. On vous met là de côté. Il suffisait de sortir peut-être un billet de choses qu'on appelle 200 francs, vous leur donnez, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Et puis vous étiez traités vraiment comme des parents. On n'a même pas besoin d'autre chose. La deuxième anecdote que je voulais vous dire, pour vous dire que ce n'est pas seulement en Afrique. Même ici, ça aussi c'est quelque chose que j'ai vécu. Quand je suis venu ici pour étudier, j'ai eu à un moment donné des difficultés parce que je devais recevoir un mandat que je n'ai pas pu recevoir à temps. Donc, c'était difficile. Et il y a, comme toujours d'ailleurs, des associations qui existent ici, des ASBL, qui peuvent venir en aide évidemment à des étudiants en difficulté. Figurez-vous, mes chers amis, je me suis présenté, sur d'ailleurs un conseil de d'autres camarades, à des ASBL comme ça. Vous arrivez, vous êtes d'où? De la Côte d'Ivoire. Ah non, ça on ne peut pas aider. C'est-à-dire, par définition, et l'étudiant ivoirien ne serait pas censé avoir des difficultés. Ceci pour vous dire, et le troisième exemple que je vais vous donner, et tout ça c'est concret. Quand je suis venu ici, pendant mes études, j'ai visité la plupart des pays ici, ce qu'on appelle en Occident, sans aucun problème. Mais contrairement à beaucoup d'autres camarades de d'autres pays qui ont eu les 1001 difficultés. Et pourquoi? Tout simplement, ces étudiants-là avaient besoin évidemment d'un visa pour y aller. Mais en tant qu'Ivoirien, partout où vous alliez, vous n'avez pas besoin de visa et on partait partout. J'ai visité la plupart des pays occidentaux ici sans vraiment problème. Tout ceci, pour vous dire, c'était la considération et le respect qu'on avait, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour les Ivoiriens. Il n'y a rien de tel de faire en sorte que ce soit, évidemment, les choses soient bien, tout le monde en tire profit. Merci. Moi, je suis Maman Sophie, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je viens du Congo. Je ne suis pas ivoirienne. Pour le moment, je me considère comme ivoirienne. Je me considère comme une ivoirienne par l'amour de mon pays, l'Afrique. Parce que quand j'ai vu l'histoire de l'Afrique et de Côte d'Ivoire, je devrais me mettre debout parce que je suis une maman africaine. Et j'ai fréquenté longtemps ma copine, la présidente de notre mouvement, Madame Félicité Gizman. Et ça m'a donné le courage de la soutenir parce que je n'ai jamais vu une femme comme ça. Je n'ai jamais vu une femme qui supporte son pays sans qu'on la connaisse. Je n'ai jamais vu une femme qui risque son mariage à cause de son pays que son pays ne connaît pas. Ce qu'il fait. Il n'a rien demandé. Il n'a jamais demandé. Il n'a jamais montré sa tête. Alors, j'ai vu un exemple de cette femme. Moi, je dis, en tout cas, je dois me mettre debout pour la soutenir. Comme ça, les autres Africains, ils peuvent suivre l'exemple. Un jour, si un pays africain, il a des problèmes politiques, il a des problèmes de situations comme ça pour voter, on doit soutenir ou mobiliser les diasporas, femmes ou hommes, pour aider ce pays qui a des problèmes. Nous sommes surtout pour le problème humanitaire, pour aider les enfants et les femmes et les hommes qui sont malades, les enfants qui n'ont plus les parents, c'est pour les accadrer. On ne peut pas les accadrer si la paix doit être chez nous, en Côte d'Ivoire. On veut la paix. Pour la paix, il faut qu'on vote
un président qui nous connaît déjà. Il connaît ce qu'il va progresser pour nous mettre calme. Parce qu'il sait là où il a commencé et là où il va aller pour son peuple. Parce que j'ai remarqué que notre président, il aime bien son peuple. Il se bat pour son peuple parce qu'il a tout. Qu'est-ce qu'il est en train de souffrir parce qu'il aime son peuple, que ça soit à peine. J'ai été beaucoup ému et je me suis dit, je vais m'approcher d'elle pour essayer de voir ce que nous pouvons faire en Côte d'Ivoire. Mais moi, actuellement, ce que... Parce que quand il y a une tempête, et vous réussissez à aller vous cacher sur un arbre, que l'arbre ne tombe pas. Quand la tempête passe, il faut être reconnaissant. Vous tous, vous connaissez ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Et si ce n'était pas le président Gbagbo, je crois que la Côte d'Ivoire ne serait pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur n'a pas pu quand même faire ce qu'il avait voulu faire. Donc je lance un message à travers Madame Félicité et Maman Sophie, que nous devons tous se mobiliser pour voter d'abord le président Gbagbo. Essayer de lui laisser le temps de faire ce qu'il avait commencé, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Vous savez tous ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas... C'est pas une guerre. Parce que quand tu arrives en Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de choses. Ça a été un truc politique. Les gens ont voulu nous mélanger, nous-mêmes frères, pour essayer de nous tuer entre nous, et vendre les armes, bon, faire de la Côte d'Ivoire une poudrière. Mais heureusement, je crois que les Ivoiriens sont mûrs maintenant. Nous allons essayer de donner une chance au président Laurent Gbagbo pour continuer d'abord, et la suite, ça n'engage que moi seul. Nous allons essayer maintenant, parce que l'heure est arrivée où on doit se poser la question pour essayer de mettre les femmes devant, essayer de voter, même en Côte d'Ivoire, une femme comme présidente, pour essayer de voir pendant 50 ans. Essayer de voir pendant 50 ans. Ouais, celui qui va vivre jusqu'à 50 ans, pour voir le résultat. Parce que moi, dans tout ça, on empêche les femmes d'évoluer. Bon, nous pensons que c'est nous les hommes seulement qui sommes intelligents. Je ne crois pas. Les femmes aussi sont capables de faire quelque chose. Donc, je vais couper en attendant, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup de propositions, parce que nous sommes ici, on peut quand même réfléchir à nous-mêmes aussi, essayer de faire des choses qui peuvent... nous sommes ici, l'autre l'a dit, le morceau de bois dans des routes ne se transforme jamais en caillement. C'est plutôt une question que je pose. Ma question s'adresse à tous les représentants des partis politiques, aussi bien le PDCI, le RDR et aussi le FPI. Tout à l'heure, lors de l'intervention de notre camarade, le responsable du PDCI, j'avais noté quelque chose. Il sollicitait la paix et les élections. Mais il y a une question qui m'est venue tout de suite à l'idée, c'est de savoir la liste définitive qui a été retenue, qui était de, je crois, 5 700 000. Moi, ma
question, c'est de leur demander s'ils sont d'accord, enfin, d'accord, je vais parler, ça a été déjà décidé, mais est-ce qu'ils approuvent ce nombre? Parce qu'il ne faudrait pas qu'au soir de la proclamation des résultats, le FBI ou le RDR ou le PDCI se lève pour dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce nombre qui a été arrêté et c'est pour ça que je proteste, c'est pour ça que j'ai lancé mes hommes dans la rue pour manifester. » Dans l'absolu, les partis politiques n'ont rien à voir en réalité avec la liste. C'est vrai qu'à des moments donnés, on pouvait dire autre chose. Mais nous avons une commission électorale indépendante. Le président ne fait que signer le décret, il a signé. Ça veut dire qu'en principe, les choses sont conformes. Voilà, donc en principe, ça, pour moi, il ne devait pas avoir de problème. Mais vous savez, nous sommes en politique on ne dit jamais jamais. Mais je ne dis pas ça parce que nous allons nous opposer. Mais si le président a posé le décret qui valide cette liste-là, a priori, il ne devrait pas avoir de problème. À la limite, par rapport à une telle question, même s'il faut une répétition, que je le fasse au nom du RDR. Mais, ouais, exactement, c'est le lieu évidemment de s'exprimer de façon démocratique sur des questions qui peuvent, qu'on considère importantes. Mais avant de peut-être répondre à la question, permettez que je revienne un petit peu sur certaines choses que j'ai entendues, notamment Maman Sophie, c'est ça, hein? Voilà, de Maman Sophie. Je voudrais évidemment que les débats évidemment qu'on tient sur la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs sur l'Afrique de façon générale, puisque j'ai pu comprendre effectivement qu'elle s'intéressait à l'Afrique de façon générale, que les débats au jour d'aujourd'hui soient véritablement dépassionnés. Surtout quand, entre guillemets, on n'est pas ivoirien et que quelque part, il y a certains éléments, évidemment, qui peuvent nous échapper. Tout le monde a le droit, évidemment, de prendre parti, mais je pense que dans les situations, surtout africaines et particulièrement dans la situation de la Côte d'Ivoire, il est important d'avoir des débats dépassionnés et de rester dans une certaine chose qu'on appelle logique d'apaisement. Parce que ce que Maman Sophie a dit ici, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels je ne partage pas du tout son point de vue. Et je tenais particulièrement à le lui dire, non seulement en tant qu'Ivoirien, mais en tant que responsable du RDR. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement un parti politique, a fortiori un individu. Tous ceux qui sont ici, certainement, sont des Ivoiriens et sont imprégnés, évidemment, de la problématique de la Côte d'Ivoire. Donc, écouter un son de cloche et, évidemment, chose qu'on appelle se lancer dans une certaine logique, soit, même si on a raison, elle peut ne pas être suffisamment responsable, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement délicats. C'est quand même la démocratie. Alors, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, moi je pense que... Attendez, monsieur Ouattara, donnez-moi 2 minutes, 1 seconde. C'est à moi de faire le... Veuillez m'excuser, monsieur. Oui, mais écoutez, non, attendez. Moi, je pense que... Oui, mais permettez-moi, s'il vous plaît, parce que si nous tous nous parlons en même temps, nous n'allons pas nous entendre. Bon, d'accord, dans son intervention, normalement, ça devait porter sur la question. Non, permettez-moi, je l'ai suivi. Bon, ça devait porter sur ça, mais dans la mesure qu'il a la parole, il a voulu, en répondant à cette question, au moins répondre peut-être à une autre interpellation. Surtout, j'ai dit tout à l'heure que les représentants des partis politiques, ils ont un peu plus de temps que les autres. Donc, dans son temps, lui, s'il peut consacrer ce qu'il lui reste du temps
à répondre à Mami, moi je pense que quand même c'est son droit le plus absolu. Mais j'aurais juste souhaité quand même pour que M. Ouattara, que vous soyez un peu plus concis, pour qu'on puisse quand même gagner du temps, et parce que vous allez revenir. Vous allez revenir, il y a d'autres questions qui seront posées au FPI, au PDCI et au RDR. Et ce sera des questions de fond. Voilà, je vous remercie. Ok, merci monsieur le modérateur. J'espère que, évidemment, ça c'est un esprit évidemment d'échange. Mais si certains pensent évidemment qu'il ne faut pas faire d'échange, moi ça ne me dérange pas. Non, je dis ça parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les caniveaux. Voilà. Je suis venu ici, évidemment, c'est pour échanger. Nous tous, hein? Ok? Donc, en tant que responsable politique, je pense que j'ai le droit, évidemment, de dire ce que je veux, surtout quand on me passe la parole. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites, avec tout le respect que je peux avoir, évidemment, pour le collègue de Bernard, je prends mes clics et mes claques et puis je pars. Mais c'est pareil pour tout le monde. Bref. Non, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Ouattara, permettez-moi, s'il vous plaît. Moi, je pense que ça ne peut pas avancer, s'il vous plaît. Je vous en prie. Laissez-le terminer. Quand vous aurez la parole, maintenant vous allez dire ce que vous pensez. Voilà. Monsieur Ouattara, vous pouvez continuer. Ok, merci. Alors, bref. Maintenant, pour répondre évidemment à la question qui a été posée, quant à la liste électorale, je pense qu'il n'y a pas grand-chose effectivement à dire. On est de grands garçons, on est des responsables. J'ai ouï dire, à la limite même ouï dire, c'est un peu, il est certain que la liste électorale, après un CPC, comme dit, interne, a été signée par décret par le président de la République. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de questions à poser sur cette liste. Parce que tout le monde sait comment les choses se passent. Même si, comme dit le camarade, c'est la CEI évidemment qui le fait, les responsables politiques évidemment ont leur mot à dire. Et la démarche, une chose logique, CPC, c'est-à-dire rencontre des partis politiques, qui accordent évidemment leur violon par rapport à un point précis, et ensuite on donne instruction à la CEI pour évidemment valider ce qui a été dit. Et cela est définitivement clos par un décret qui est signé par le chef de l'État. À partir du moment où ça s'est fait, pour moi, la liste électorale, il n'y a plus de discussion à faire. Voilà. Je veux aussi, et suite à des éventuelles fraudes, je crois qu'aujourd'hui les choses ne sont plus à cette étape, les choses ont énormément évolué. Je dois rendre gloire à Dieu. Et c'était le président Gbagbo lui-même qui a dénoncé cela en son temps. Et c'est encore lui, aujourd'hui, qui vient signer par décret la liste définitive, qui est de 5 725 720 inscrits, voilà, 720 pour être plus exact. Donc je pense que c'est un acte décisif. La liste aujourd'hui, elle est validée, elle est certifiée. Donc nous osons croire que demain, puisque nous sommes à, je crois, à 40 à 45 jours du premier tour, qu'il n'y aura pas de grain de sable dans ce processus qui est bien parti pour l'instant et qui nous fait espérer tous. Donc pour notre part, nous ne pouvons que nous appuyer sur cette liste et considérer que effectivement la liste a été adoptée, a recueilli le consensus de tous et elle a été effectivement certifiée et validée. Et nous nous en tenons là. Voilà. Oui, je vous remercie. Du résultat qui va résulter, qui va sortir de tout le processus de vote. Et il faut dire que, et je crois que c'est très important pour que tous les Ivoiriens le sachent, l'accord de Ouagadougou n'est pas un simple accord qui a formé un gouvernement. Il y a toute une série de documents annexes qui prévoient la démarche à respecter pendant le processus électoral. Par exemple, la campagne électorale, elle va commencer officiellement le 14 octobre, je crois. C'est hier que cela a été dit officiellement. Donc le monde est en pré-campagne. Et lorsqu'on est dans la campagne,
il y a une attitude à avoir. Et donc, il y a un document qui est relatif au code de bonne conduite auquel tous les participants ont souscrit. Par exemple, lorsque l'élection sera terminée, personne, à part la commission électorale, n'aura le droit de donner un quelconque résultat. Et donc, tout le monde est en mesure de prendre à témoin ceux qui voudraient créer le désordre, par exemple, en s'autoproclamant ou bien en donnant des résultats. Donc, il y a toute une série d'éléments comme ça qui existent et qui balisent bien le processus vers lequel nous allons, et ça nous rassure en tout cas sur le fait que les gens se sont aussi engagés à respecter. Merci, maître. Merci. Bon, voilà. Non, il y a monsieur. C'était par rapport à ça. Oui. La question, oui, sur le même pied, nous allons de toutes les façons les empêcher par tous les moyens de voter. Il l'a dit, il y a qu'à secrétaire national au FPI chargé des élections. Parce qu'ils ont déposé des documents de radiation qui ont été refusés par la CEI. Et une manière pour lui de répondre à la CEI, il a dit ceci: nous allons par tous les moyens empêcher ces gens-là de voter. D'ailleurs, nous connaissons chez eux, nous connaissons notre domicile. Donc pour vous dire que les élections, non, il faut se dire les choses yeux dans les yeux. Les élections sont très mal parties et les Ivoiriens n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. D'accord. Je m'appelle Pascal, je suis votre hôte. Je ne suis pas d'ici réellement, mais je viens pour rester avec vous en Belgique. Alors j'ai eu l'invitation de notre frère, le secrétaire général du FPI en Belgique, qui a accepté de m'inviter. Je vais souligner plusieurs points. D'abord, non, j'ai 2 points à souligner, bien sûr. Ça concerne, monsieur, comment vous appelez? Monsieur Ouattara. Vous savez, en politique, la politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. Si on a nos responsables en Côte d'Ivoire, soit du FPI, ou bien du RDA, ou bien du PDC-RDA, au moment des élections, qui dit « moi je me retire, mais c'est lui le perdant ». Donc ça c'est un petit point. Et en démocratie, tout le monde doit pouvoir voter en Côte d'Ivoire. La population de la Côte d'Ivoire excite plus de 15 millions d'habitants. Comment... Bon ben ça, ce que j'ai dit, ils ont déjà arrêté les décisions, c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Mais est-ce que s'il y a un groupe qui perd, un parti politique qui perd, ne va pas encore recommencer les mêmes bêtises pour dire il y a 15 millions d'habitants et il y a seulement 5 millions qui ont été choisis pour représenter la Côte d'Ivoire aux urnes. Depuis quand on a vu ça? Là, ce n'est pas la démocratie, mes chers messieurs et dames. Vous voyez? Donc, bon, ben, je crois que je m'arrête là. Oui. Merci beaucoup. Voilà, si s'il vous vous plaît. pouvez répondre à cela, vous le faites. Si D'accord. Bon, mais moi, je voudrais juste apporter quelques précisions. À ce que je sache. On est en Belgique ici où le vote est obligatoire. Mais on n'a jamais les 12 millions d'habitants belges qui votent. Donc, je crois que c'est comme un échantillon qu'on récupère dans une population et qui décide. Mais je pense qu'à ce niveau-là, puisque nous sommes là pour débattre, les uns et les autres, nous devons comprendre une chose. Nous, les Africains, nous devons savoir que même si on n'aime pas une loi, si elle est votée, on est obligé de l'accepter. Si on n'aime pas une décision, si elle est déjà prise, on est obligé de l'exécuter. Ça, c'est le fond du problème africain. S'ils ont pris 5 personnes pour aller voter, ils ont déjà voté, on accepte. Si un autre vote, on va changer. C'est ce que Merci beaucoup. Voilà. Oui, madame, allez-y. Oui, mais rapidement. 2 minutes. Oui, même pas, c'est pour appuyer ce que dit mon ami ici et par rapport à ce que disent les autres sur les élections. Je pense qu'on va sortir de l'ignorance. Il y a 5 millions de personnes sur cette liste, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 5 millions de pour voter. Étant donné qu'il y aura des votes blancs, étant donné qu'il y a des personnes qui n'auront même pas envie d'aller voter parce qu'ils sont fatigués. Oui, il y a et si on ne sort pas de l'ignorance, je pense que ça va nous couler aussi. Tout à fait. Merci, madame. Merci de votre précision, qui est de taille d'ailleurs. Et non, pour les représentants des partis, ça après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir par rapport à ça? Juste pour 2 minutes. Sinon, je vais donner la parole aux représentants des partis. Ils ont, ils ont 5 minutes, ça dépend. Oui, M. Ouattara, vous voulez intervenir? Oui, je voulais simplement intervenir parce qu'il m'a interpellé. Je voulais le remercier, d'ailleurs, le frère, de me dire que, évidemment, la politique de la chaise vide n'est pas payante, mais que je comprenne, non, il n'est certainement pas du même bord que moi.
Qu'il sache que je le savais évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis venu. Mais seulement, la démocratie est la chose suivante. Même quand on n'aime pas évidemment ce que l'autre a comme idée, on a le devoir aussi de l'écouter. J'étais en train de parler et évidemment, malheureusement, certains de vos collègues pensent qu'il fallait peut-être, entre guillemets, m'empêcher de parler. Je pense que c'est là où il y a le problème. Sinon, ce que vous dites là, je le sais très bien. Et si je suis là, c'est pour participer d'une manière, une chose qu'on appelle objective. Et c'est ce que je fais. Ça n'a strictement rien à voir avec probablement le problème de la chaîne de dont on parlait. Merci beaucoup, monsieur. Bon, qui veut Excusez-moi. Merci bien. Ma première interrogation, c'est d'abord le respect des uns et des autres. Lorsqu'on se retrouve par rapport à une invitation, l'horaire est important. Sinon, vous ne mettez pas d'horaire, chacun vient quand il veut, il part pour ce qu'il veut. Merci, ça c'est pour tous les Ivoiriens. Ma deuxième préoccupation, c'est quoi? C'est vrai, on est enthousiaste d'aller aux élections. Mais avant qu'il y ait élection, avant qu'il y ait guerre, on avait une gangrène sérieuse dans nos pays. Dans généralement tous les pays africains. Corruption, abus de pouvoir, tous ces éléments. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'élection du 31, ça sera une panacée, ça va vraiment changer tout. Non, il faut être... Nous, on a la chance d'être en Europe. Prenons du recul par rapport à ça. Quittons les parfums ou les pommades politiciennes. Aujourd'hui, mon inquiétude, c'est quoi? Est-ce qu'on a vraiment détecté, défini ce qui a causé la guerre en Côte d'Ivoire? Si on arrive à trouver le fond de ce problème, on sortira grandi par rapport aux élections. Parce qu'aujourd'hui, on oublie que c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'égoïsme des politiques à mettre à la maldistribution, la mauvaise redistribution des biens du pays, des ressources qui ont amené à la guerre. Si ça, ces éléments-là, on ne cherche pas à creuser là-dedans, qu'on aille à 10 élections ou à 20 élections, c'est zéro. Est-ce que le politique ivoirien, le politique africain est prêt à diriger avec transparence et à penser à la redistribution des ressources de son pays? C'est la vraie question aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on mette le RDL, le FPI, le PDCI au pouvoir, si les biens du pays sont cantonnés dans un seul groupe, on ira à la guerre. Aujourd'hui, ma question dans cet enjeu, c'est de se dire aux Ivoiriens, ici dans la diaspora, nous, avec du recul, est-ce que nous avons la solution pour aller contre l'élément qui a apporté la guerre en Côte d'Ivoire? Tant que ça, c'est pas... Ma préoccupation aujourd'hui, le 31, qu'on fasse les élections, c'est bien. Si dans 6 mois, un groupe comme moi ici en Europe, on se dit, ben tiens, dans ma région, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, les gars, j'appelle 10 personnes, on prend des armes, on rentre en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça... Tous les présidents, les responsables des partis ont pensé à ça. Notre vraie bataille, c'est là. Je vous remercie. Oui, merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, par rapport à l'intervention de M. Oulay, je ne sais pas s'il y a quelques précisions à apporter. Sinon, nous allons donner la parole à madame par rapport à ça. Oui, ne vous cachez pas derrière, vous êtes si charmante. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci Gueux de ton invitation. Ah pardon, vous ne m'entendez pas? Voilà, je parle fort. Je suis fatigué que vous aussi. Bon, voilà, c'est parce que j'ai un peu peur, je me mets en forme là. En ce qui concerne enfin, tout ce qui a été dit depuis, parce que je suis désolée, je suis venue en retard aussi, parce que bon voilà, mon activité avec eux. N'empêche que je me suis quand même déplacée jusque-là. J'ai entendu M. Fao en partie. J'ai entendu les autres intervenants aussi. Moi, personnellement, par rapport aux défaitistes et aux négativistes, moi, je suis positive. Je crois foncièrement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à la prise de conscience de chaque Ivoirien et la décision de chaque Ivoirien d'aller aux élections. C'est quelque chose qui a été arraché, vraiment, avec force et avec foi, pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Personne n'y croyait. Moi, personnellement, j'y crois encore. Le 31 octobre, les gens vont s'y rendre. Effectivement, ça ne veut pas dire que le 31 octobre, les 5 millions de personnes enregistrées vont voter tous. Il y a des personnes
peut-être seront découragés à force d'attendre et qui diront, comme certaines personnes ici, oh, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller voter. Peut-être ces voix-là, on ne les aura pas. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui vont partir voter. Et ces gens-là, il faut respecter leurs décisions. Parce que je pense que tout ça vient du désir. Le désir des gens de croire à la démocratie. Parce que la démocratie, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas que les intellectuels qui manipulent ce mot à tort et à travers, droite à gauche, qui s'en sont accaparés, je dirais, pour dire, nous, on va aller aux élections parce qu'on est en démocratie. Ça ne suffit pas. Il faut respecter le droit du peuple. Il faut respecter le désir du peuple. Le peuple veut quoi? Un pays calme dans lequel ils vont pouvoir bénéficier des bienfaits que la nature a donnés à ce peuple. Et ces gens sont occupés aujourd'hui à s'entre-déchirer, à se découper en morceaux, tout ça pour avoir à manger. Ici, ou du moins en assistant à la réunion, j'ai constaté que les divers intervenants ont posé le problème ivoirien de façon vraiment assez manichéenne. C'est-à-dire, on a Gbagbo Laurent au pouvoir et son parti qui aime la Côte d'Ivoire, et les autres qui certainement sont des étrangers qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Puis on parle d'attaquer la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'attaquer la Côte d'Ivoire, il s'agit là de phénomènes exogènes, venus d'ailleurs, venus attaquer. Or, nous avons tous le problème ivoirien. Donc, ça m'amène à dire qu'on n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Les Ivoiriens n'ont rien compris. On n'en a pas tiré les leçons. Et avec les élections du 31 octobre, nous sommes plus que jamais au bord d'une deuxième guerre qui sera plus fratricide, plus meurtrière que la première. Parce qu'en fait, la première, il n'y a pas eu de guerre. Et d'ailleurs, j'ai été un des Ivoiriens, sinon le premier à avoir revendiqué haut et fort au sein de l'ambassade ma sympathie pour cette rébellion. Vous, Guy Bernard se rappelle, ce jour-là, j'ai failli me faire lyncher. Et jusqu'à aujourd'hui, je revendique cette sympathie pour cette rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et pour cause, j'ai vécu dans ma chair cette douleur de me faire arracher ma carte d'identité parce que je m'appelle ceci ou cela. Mais j'ai comme l'impression que les Ivoiriens n'ont tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Le président actuel, Gbagbo Laurent, a toujours dit que la guerre, le commencement de la guerre, c'est la parole. Il l'a toujours dit. Et c'est cette même parole, ces mêmes paroles sont en train de se prononcer. Nous sommes là, on parle de démocratie, mais ce n'est pas un coup de baguette magique qui amène la démocratie. Non, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on a la démocratie. C'est par des actes, c'est par des comportements. Or, qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous crions tous démocratie, égalité, fraternité, on pose des actes contraires. Le frère, comment il s'appelle, Gérard, m'a vraiment balisé le chemin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire? Je l'ai dit, le secrétaire national au FPI a dit, juré, promis qu'il empêcherait des gens de voter. On a demandé la radiation de milliers d'Ivoiriens sur la liste électorale, tout simplement parce qu'il s'appelle par exemple Ching Chang. Je peux bien avoir un père chinois, une mère guatémaltèque et être ivoirien. Donc pouvoir voter. Donc il y a un problème d'ignorance en Côte d'Ivoire que les politiques exploitent à merveille. De ceci, c'est des choses, c'est une question c'est quelque chose qu'il faut préparer, il faut éduquer les gens à cela. Qu'aujourd'hui, je peux m'appeler Kwasi et être français, être canadien, ça ne change rien. C'est juridique ou ghanéen, peu importe. Mais c'est un travail. Je ne sais pas si Kamareté ou quelqu'un a parlé de la naïveté, du fait que beaucoup de nos populations, excusez-moi, guillemets, sont dans l'ignorance. Bon, on en profite. Mais tout ça, c'est un travail d'éducation et d'explication et de communication constant. Moi, j'étais au pays, j'ai pris, bien sûr que j'étais parti dans un moment douloureux, mais j'ai pris un temps pour faire un meeting dans mon village pour la première fois. Parce que les gens avaient besoin de connaître la vérité. Et je vous dis, j'étais surpris des résultats. Les gens sont effectivement beaucoup dans l'ignorance.